Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Mise à jour. Aujourd'hui, toute notre émission est consacrée à une situation qui préoccupe grandement les citoyens de Lotbinière. Je parle de l'exploration et de l'exploitation des gaz de schiste. Il y a des citoyens qui s'inquiètent de voir une reprise un peu en catimini des activités liées aux hydrocarbures sur leur territoire. Une exploitation qui pourrait avoir lieu dans leur cour arrière, dans leurs rivières, même à quelques mètres des écoles fréquentées par leurs enfants. Aujourd'hui, on parle principalement de Lotbinière, mais vous allez rapidement comprendre que c'est vraiment un enjeu qui va toucher tous les Québécois. Simon Gamache-Fortin, Robert Maranda, je suis vraiment heureuse de vous retrouver parce que c'est notre première émission de l'année 2018. Robert, je commence avec toi parce que c'est un dossier qui est complexe, le dossier des gaz de schiste, et c'est un dossier, il ne faut pas se le cacher, parfois qui va décourager les citoyens à s'y intéresser. Bien, ça fait peur. Et pourtant, oui. Ça fait peur. C'est un sujet un peu rébarbatif, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est complexe. On parle de fracturation hydraulique dans le sol, on parle d'extraction, on parle de choses très techniques auxquelles on n'est pas habitué d'entendre. C'est pas, par exemple, un pipeline qui va passer sur votre terrain en surface. Oui. C'est quelque chose qui va se faire beaucoup plus dans le fond. C'est souterrain. C'est souterrain et on ne le verra pas, tout simplement. On va voir, par exemple, des puits sortir. Et je pense que notre travail, le travail de Simon, ton travail également, c'est de faire ressortir, de vulgariser tout ça et de faire aimer le sujet aux gens. Bon, aimer, c'est peut-être un gros mot, au moins intéresser les gens au sujet des gaz de schiste. Et comprendre l'enjeu, parce que c'est vraiment, c'est un réel enjeu. Oui, il y a un enjeu pour les régions du Québec, pour la région de Lotbinière, surtout pour le monde rural. C'est assez important et je pense qu'on va sortir de cette émission-là aujourd'hui en disant, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Carrément. Génial. Simon, d'ailleurs, toi, tu vas nous expliquer plusieurs points concernant les gaz de schiste, notamment la loi sur les hydrocarbures. Une loi qui suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais également beaucoup de critiques. Il y a des éléments, justement, de cette loi-là, André et Robert, qui pourraient changer. Et je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus tard, mais je suis aussi allée sur le terrain, dans Lotbinière, rencontrer une agricultrice. Parce que tout l'enjeu des gaz de schiste, exploitation des hydrocarbures, on le sait, ça a un impact pour les agriculteurs qui investissent des sommes faramineuses pour justement leur gagne-pain, leur travail pour la production agricole. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à ces fameuses lois et aussi à la potentielle exploitation des gaz de schiste ou encore des hydrocarbures, entre autres, dans Lotbinière. On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, Robert, on met la table avec un petit reportage? Oui, il y a beaucoup de flou qui entoure tout ça. Est-ce que la loi est appliquée? Qu'est-ce qui s'applique? Qu'est-ce qui était avant? Qu'est-ce qui est rétroactif? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et quand on parle de permis d'exploitation, d'exploration, on parle essentiellement de claim. Oui, les claims. Et le fameux claim, tout le monde dit c'est quoi un claim? C'est quoi un claim? Voici justement c'est quoi un claim, expliqué en 1 minute 30. Un fort potentiel de gaz de schiste dans le sous-sol de la vallée du Saint-Laurent. Voilà la prétention des promoteurs intéressés par l'exploitation du gaz naturel au Québec. Ces réserves potentielles font saliver de nombreuses compagnies pétrolières et gazières qui ont réagi en se procurant des claims. Le mot claim est surtout utilisé dans le monde minier. Pour le secteur des hydrocarbures, on doit plutôt utiliser les expressions licence ou permis de recherche. Actuellement, tel que le montre la carte, la majeure partie des terres qui bordent le fleuve Saint-Laurent sont sous permis de recherche. La majorité de l'ouest de la ville de Lévis est d'ailleurs sous licence de recherche. De nombreuses compagnies comme Repsol, Kester, Junex, Intragaz et Gaztem possèdent un permis de recherche. D'ici à ce que la nouvelle loi s'applique, le propriétaire d'un permis du genre a le droit exclusif de chercher, pour une période de 10 ans sur le terrain qui en fait l'objet, des hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou du gaz naturel. Lorsque le claim ou la licence se trouve sur le territoire d'une municipalité locale, la compagnie d'exploration doit impérativement avertir le propriétaire du terrain que des travaux de forage auront lieu au moins 30 jours à l'avance. Il peut même y avoir des forages en pleine ville. Alors, on reçoit des citoyens engagés, si on veut, dans la lutte contre les gaz de schiste. Irène Dupuis et Pierre Bluteau, vous êtes membres du comité de vigilance hydrocarbures de la MRC de Lotbinière. Merci beaucoup d'être là. Et Madame Carole Dupuis, vous êtes la coordonnatrice générale du regroupement Vigilance hydrocarbures Québec, mais vous habitez aussi dans la région de Lotbinière.
La dernière fois qu'on a parlé de gaz de schiste sur le plateau, vous étiez là, Madame Dupuis, en compagnie du maire de Saint-Antoine. Et à l'époque, vous nous disiez qu'il n'y avait pas eu d'exploration de gaz de schiste dans Lotbinière depuis 2012 et vous attendiez la loi. Aujourd'hui, je veux qu'on fasse un état de situation. En 2018, on en est où là, dans l'exploitation ou l'exploration des gaz de schiste dans Lotbinière? Premièrement, il y a eu des annonces de Kester, qui est une compagnie albertaine qui travaille en collaboration avec Repsol, qui possède les claims dans notre région, qui a annoncé qu'il y aurait dans les 18 mois probablement des projets d'exploration. Dans les 18 mois à venir, là? Oui, c'est ça, dans notre région. Okay. Donc, on en est là. Avez-vous dit exploration ou exploitation? Exploration. Exploration. Donc, on en est encore à l'exploration dans Lotbinière, c'est bien ça, au moment où l'on se parle? Oui et non, parce qu'actuellement, dès que la loi 106 est votée, une compagnie peut venir, Repsol, entre autres, peut venir demander un permis pour faire de l'exploitation. Parce qu'actuellement, ce qu'ils ont comme projet pilote, c'est vraiment de faire un projet d'environ de 40 à 80 puits de Saint-Édouard à Leclercville, puis en s'en allant vers Saint-Flavien, avec un gazoduc qui est déjà prévu, tout ça. Tu sais, c'est du concret, ce qu'on a par chez nous. Là. Moi, j'habite à Leclercville, environ 5 km des puits. Ça m'inquiète, effectivement. Et justement, une des raisons pour laquelle on vous a invité aujourd'hui à l'émission Mise à jour, c'est parce que vous craignez la reprise des activités. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous fait croire que l'activité va reprendre? Peut-être que je peux vous expliquer que Kester a fait des opérations de financement sur les marchés internationaux au cours de la dernière année, 2 opérations de financement, en spécifiant que ça devait servir, entre autres, au projet pilote dans la vallée de l'Utica, qui est Lotbinière et Bécancour. Donc, il n'y a aucune ambiguïté que l'intention est là. Il y a plusieurs autres déclarations publiques de la compagnie aussi. Et toute l'infrastructure est présente, comme le disait M. Bluteau. Il y a déjà des puits qui sont forés, il y a déjà des permis pour un pipeline pour amener le gaz au réservoir de Saint-Flavien. C'est comme si la table était mise. Complètement. Oui. Il reste juste à servir le repas. Exactement. Pourtant, je suis certaine qu'il y a des gens qui écoutent l'émission présentement qui disent « Oui, mais il n'y a pas eu un moratoire, justement, là-dessus? » Il n'y a jamais eu de moratoire réel. Il y a eu un moratoire de facto, c'est-à-dire qu'il y a eu une entente, un consensus entre le gouvernement et les compagnies pour arrêter les travaux pendant qu'il y avait certaines démarches qui se faisaient, entre autres l'adoption de la loi sous le bâillon en décembre 2016, les règlements qui sont sortis en septembre dernier, mais des projets de règlement qui ne sont pas encore adoptés, qui vont peut-être être adoptés de façon imminente. On va parler dans quelques minutes avec Simon qui va venir nous expliquer justement cette fameuse loi sur les hydrocarbures, mais je pense que c'est important de nous rappeler pourquoi vous n'en voulez pas d'exploitation ou d'exploration de gaz de schiste dans Lotbinière? Lotbinière, c'est particulier, mais ça touche tout le Québec. Il faut faire attention. Nous, Vous n'en souhaitez pas tout court? Oui, mais sauf pourquoi? que dans Lotbinière, la réalité, c'est qu'on est une région agroalimentaire. C'est des fermes aussi de production. Donc, ça vient en conflit direct avec... Comment ça vient en conflit? Oui. Utilisation de l'eau. On a déjà une rareté de la ressource dans Lotbinière. Donc, on accorde aux pétrolières des permissions particulières par rapport à l'eau, quand habituellement, c'est les municipalités qui gèrent l'utilisation de l'eau. Parce que faut le dire, hein? On utilise beaucoup d'eau lorsqu'on fait de l'exploitation de gaz de schiste avec la fameuse fracturation hydraulique. On utilise de l'eau. Et ce que vous dites, mais vous avez peur de l'utilisation ou de la contamination? Il y a les deux volets. C'est qu'il y a l'utilisation de l'eau, qui est une ressource qui se fait rare dans beaucoup de municipalités dans Lotbinière, mais aussi la contamination, parce qu'on utilise des produits chimiques. On essaie de nous faire croire des fois que c'est des procédés plus propres, mais il y a énormément de produits chimiques qui sont injectés dans le sous-sol. Et ces produits chimiques-là restent dans le sous-sol. Hein. Ils ne sont pas capables, ils en retirent à peu près 50 % mais le reste dans le sous-sol. Donc, je veux dire, il y a des preuves. Hein. C'est déjà complètement prouvé et parce connu que le Québec ne serait pas... la contamination est imminente. Là. Les grands rapports internationaux et américains prouvent qu'il y a de la contamination. C'est ça, vous parlez de l'international et des États-Unis parce que ce ne serait pas une première... le Québec ne serait pas la première province, si on veut, à faire de ce type d'exploitation-là. Parlez-moi de vos craintes à vous, M. Bluteau. Oui, d'ailleurs, nous au début de la lutte contre le gaz de schiste dans les années 2010-2011, on est allé voir aux États-Unis.
On s'est dit, on va aller Vous voir... avez organisé des On a organisé voyages. 3 voyages, effectivement, en Pennsylvanie, parce que c'est là qu'il y en a le plus près du Québec, finalement. Là. On voulait aller voir sur place comment les citoyens vivaient ça, comment les agriculteurs vivaient ça, comment les familles vivaient ça, comment les scientifiques voyaient ça aussi. Alors, on est allé avec 150 personnes, 3 voyages de suite, donc 150 personnes chaque fois, pour aller voir vraiment sur place. Et on a vu vraiment un récit d'horreur là-bas. Écoute, on a vu des familles privées de leur eau potable, des enfants malades, des fermiers qui devaient abandonner leur ferme parce que les animaux étaient malades aussi. Tu sais, des choses vraiment tristes. Et les gens là-bas nous disaient, garde de grâce, là, lancez-vous pas là-dedans, vous n'avez pas besoin de ça. C'est ça le message que les gens nous laissaient là-bas. Mais avez-vous l'impression que le Québec est en train de faire les réflexions? À quel moment ça avait commencé en Pennsylvanie, l'exploitation? Un petit peu avant ça, vers les années 2005, 2006, 2007. Avez-vous l'impression qu'ici, au Québec, on est en train de réfléchir des années plus tard, comme ces gens-là en Pennsylvanie se disaient, on va faire d'exploitation? C'est les mêmes réflexes, c'est-à-dire c'est les mêmes compagnies qui veulent avoir les mêmes profits, qui veulent finalement aller chercher le gaz là où il est, sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte du milieu dans lequel ils sont. C'est ça, finalement. C'est toujours le profit qui mène. Hein? Mais pourtant, c'est le gouvernement qui va dire oui ou non. Oui. Moi, j'aimerais répondre, si vous Je vous écoute. permettez. Vous avez Bien demandé sûr. pourquoi on n'en veut pas dans la Binière ou ailleurs. Hein, on n'est pas tout seul. Je pense que, bon, il y a la contamination de l'eau, il y a l'épuisement d'eau qui mettent la ressource en péril. Il y a le climat, évidemment. On ne veut pas produire plus de gaz, ni plus de pétrole, ni plus d'hydrocarbures, de toute façon, parce qu'on est engagé dans un mouvement pour protéger le climat. Mais à la base, de manière très fondamentale, on est chez nous et on a le droit, c'est légitime, que les citoyens, que les collectivités décident de comment elles veulent vivre, dans quel milieu, dans quel genre d'environnement. Et les compagnies pétrolières, ce qui est assez particulier, surtout dans le cas du gaz de schiste, en tout cas dans le cas de la fracturation, c'est que ça envahit tout le territoire. Le jour où un projet Sous le sol, bien pilote sûr, est en marche et où eux estiment que ça va bien et où la loi est en vigueur et tout, c'est tout le Binière, c'est tout Bécancour, c'est n'importe où, il n'y a pas de limite. Et les collectivités ne sont plus maîtres chez elles, les municipalités n'ont plus leur mot à dire dans le schéma d'aménagement, dans la gestion de l'eau et tout, dès qu'il est question de forage pétrolier et gazier. Donc, c'est un déni de la souveraineté de l'humanité, puis je dirais des autres collectivités vivantes de la Terre, là, à protéger leur environnement, finalement. Pourtant, je suis convaincue qu'on va vous offrir certaines garanties, mais du côté du gouvernement et des entreprises. On va y revenir dans quelques instants parce que pour le moment, je me tourne vers Simon. Simon, tu vas nous parler de cette fameuse loi sur les hydrocarbures qui a été adoptée, mais avec le bâillon. Oui, tout à fait. En décembre 2016, donc il y a à peu près 1 an de tout ça. Et c'est peut-être cette loi qui inquiète justement les citoyens. Donc, il y a 3 piliers à la base de ce projet de loi qui était le projet de loi 106. D'abord, bon, on se dit qu'on se base sur l'acceptabilité sociale, également en ce qui concerne la sécurité des biens, également des personnes, et le principe aussi de précaution en ce qui concerne l'exploitation des hydrocarbures. Mais pour mettre en application justement cette loi, les nouvelles dispositions de cette loi sur les hydrocarbures, André, il y a des projets de règlement qui ont été déposés par le gouvernement, entre autres par Pierre Arcan, qui était le ministre des Ressources naturelles à l'époque. Là, je vous situe septembre dernier. Et dans ces projets de règlement-là qui ont été présentés, il y a certains points qui ont suscité l'inquiétude. Entre autres, la délimitation pour les forages qui sont statués à 175 mètres d'un quartier résidentiel et 150 mètres d'une maison isolée. Mais à la base, le projet de loi, c'était pas trop ça qu'on présentait. Donc, certains ont critiqué justement cet aspect, mais il faut dire que ces aspects des projets de règlement, les citoyens, les organismes, également les municipalités étaient consultés jusqu'à tout récemment. On analyse actuellement tout ce qui a été dit. Également, on ouvre la porte pour les forages sous les rivières et les lacs et on ne ferme pas non plus la porte à la fracturation hydraulique. Ce qu'on dit aussi dans ce projet de loi, c'est que le gouvernement, on veut donner davantage d'autonomie aux municipalités, aux MRC. Par contre, dans les territoires qui ont été claimés, on vous a appris le fameux mot « claim », on vous l'a expliqué un petit peu plus tôt, mon collègue Robert. Eh bien, dans l'orientation du gouvernement, on peut voir dans certains documents qui ont été transmis, entre autres, aux maires, que la MRC ne pourra appliquer la délimitation d'un territoire incompatible sur le territoire d'une licence d'exploitation, de production ou de stockage qui a été déjà délivrée. C'est-à-dire que où on a des claims, les municipalités n'auront peut-être pas nécessairement le gros mot à dire là-dessus puisque le permis a déjà été délivré.
Mais tout ça pourrait changer. Évidemment, ça va dépendre de comment seront adoptés ces projets de règlement qui ont été présentés l'automne dernier. Il y a toujours des analyses qui se font. Et j'ai parlé au cabinet du ministre des Ressources naturelles, qui est maintenant Pierre Moreau. Oui. Et ce qu'on disait, c'est qu'on est ouvert à modifier ces projets de règlement. Il y a d'autres chapitres de cette loi qui pourraient être présentés au cours des prochains mois. Merci beaucoup, Simon. Je vous en prie. J'ai retenu notamment qu'il était question de l'acceptabilité sociale. Ça semble être très important pour le gouvernement. Sentez-vous que vous êtes écouté, entendu, compris, pris en compte? Pas du tout. Non? Il y a eu 2 BAP sur le gaz de schiste. Il y a eu une consultation à la suite des évaluations environnementales stratégiques sur les hydrocarbures. Il y a eu plusieurs autres consultations. La conclusion a toujours été un rejet massif de la population de cette industrie-là, de cette filière-là, comme telle, au complet. Là. On ne parle pas de technicalité. Là. On n'en veut pas. C'est pas comme ça qu'on veut avoir un Québec au 21e siècle. Donc, la tactique du gouvernement, c'est beaucoup de réduire, de tenter, parce que ça ne marche pas du tout, de réduire la notion d'acceptabilité sociale au fait qu'une municipalité, quelque part, pourrait être favorable, peut-être en l'espoir de redevances ou pour une raison quelconque. Une petite municipalité va dire c'est correct, ça pour eux, ça équivaut à l'acceptabilité sociale. Ce qui est complètement absurde parce que ça ne se fait pas à l'échelle d'une municipalité. Par contre, là, il y a 30 agriculteurs de l'UPA qui ont déjà signé des ententes de droit de passage. Et donc, il y a des agriculteurs qui ont dit oui. Ouais. Là, il faut se reporter dans le passé. Oui. C'est en 2010. Expliquez-nous, oui. C'est en 2010. Parce que ça, c'est un fait. Oui. En 2010, c'est il y a 8 ans. On était au début de cette bataille-là. Les gens n'étaient pas encore vraiment au courant. T'sais. C'est vraiment depuis ce temps-là qu'on a vraiment dit aux gens qu'est-ce qui se passait, c'était quoi la fracturation hydraulique, c'était quoi exactement, qu'est-ce que ça impliquait comme dossier. Et là, les gens ont pris conscience. Les derniers sondages qu'on a vus il y a peut-être 1 an ou 2 disaient qu'à peu près 75 des Québécois ne voulaient pas avoir de cette exploitation-là. L'UPA, au dernier congrès de décembre dernier, a voté contre la fracturation dans la vallée du Saint-Laurent. On n'est plus dans le même game là, actuellement. Donc, ce que vous dites, c'est que ces près de 30 agriculteurs-là ont peut-être donné leur accord, mais sans trop savoir exactement. Ce à quoi ils s'engageaient? C'est possible. C'est à quoi ils disaient oui? C'est même plausible, sauf qu'on ne peut pas dire que personne ne va jamais accepter d'avoir des forages sur sa terre. Il y a des gens qui vont l'accepter pour des raisons personnelles, mais ça ne fait pas de l'acceptabilité sociale. Ça, c'est pas parce qu'un petit noyau quelque part. Mais économiquement parlant, ça peut pas être bon pour la région de Lotbinière. Je veux dire, il y a des gens qui vont avoir des redevances. J'imagine ces entreprises-là ne s'installent pas. Il faut comprendre qu'on est déjà une société organisée dans Lotbinière. Hein? On a déjà notre agrotourisme, on a des objectifs de développement durable et on est bien branché sur la terre et c'est notre gagne-pain. C'est le plein emploi aussi dans Lotbinière. Donc, lorsqu'on arrive avec une industrie lourde comme ça qui vient s'imposer dans un milieu déjà tout organisé, on défait finalement là, tout le tissu social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gagne-pain actuel des gens va être dévalorisé. Les propriétés vont être dévalorisées parce que moi, si je veux revendre ma terre, s'il y a eu de la fracturation en dessous dans mon sous-sol, je vois pas comment là, quelqu'un peut être intéressé d'acheter ça. Donc, les gens sont très craintifs par rapport à ça. C'est leur gagne-pain. Est-ce qu'un puits de gaz de schiste dans un verger va attirer les cueilleurs, etc., les vignobles ou n'importe quelle autre production? Donc, c'est extrêmement incompatible. Est-ce que vous craignez de vous faire accuser de faire le fameux NIMBY, là, Not in my backyard, pas dans ma cour? Bien, moi, je vais compléter ce qu'elle a dit, puis ça va répondre à votre question. C'est que si on le prend sur un plan plus global, si on pense à la Gaspésie, par exemple, ce qui est visé, c'est beaucoup les terres publiques. Et c'est pas une industrie plus intéressante ou plus rentable pour autant, parce que c'est une industrie champignon, l'industrie du gaz de schiste. Il faut forer sans arrêt. Il faut forer et fracturer année après année, toujours des nouveaux puits. Il faut détruire des milieux au complet. Le jour où les forêts gaspésiennes sont quadrillées de pipelines et sont parsemées de puits de gaz de schiste, qu'il n'y a plus de paysage, qu'il n'y a plus de valeur dans le sous-sol, que les rivières à saumon sont contaminées, ça n'a plus de valeur. Après, s'en vont ces gens-là. Puis la beauté de la loi sur les hydrocarbures, une de ces beautés, c'est que c'est nous, les citoyens, la collectivité, qui prenons en charge les puits abandonnés une fois que l'exploitation est terminée. Donc, c'est vraiment fait, c'est toxique, ça vient détruire un milieu et après, ça s'en va. Et rentabilité, non. Dernière question, je vais vous entendre très rapidement. Pensez-vous vraiment que vous allez être en mesure de faire reculer le gouvernement? Ou vous allez simplement freiner, si on veut? Il le faut parce que la génération qui s'en vient, c'est une question de justice.
Est-ce qu'on va leur laisser un milieu dévasté? Est-ce on peut prendre ce choix-là comme société, comme Mais vous pensez que le communauté? gouvernement peut reculer, comme ça a été le cas à Anticosti? Il va falloir qu'il recule. Écoute, vous parliez tantôt d'un moratoire. Effectivement, depuis 2010, il y a un moratoire parce que les citoyens se sont levés debout et ont empêché les compagnies de s'implanter. Il y aurait 20 000 puits de forêt actuellement au Québec si on n'avait pas rien fait, là. Donc, ça va être pareil pour l'avenir. On va bloquer, c'est tout. C'est intenable comme situation pour le gouvernement parce qu'ils se disent engagés dans une démarche de lutte au réchauffement climatique et ils veulent développer le gaz naturel en disant que c'est une énergie de transition, ce qui est faux. Ils veulent remplacer une énergie fossile par une autre énergie fossile qui n'est pas plus avantageuse pour le climat. Donc, c'est une question de temps. Faut tenir le fort, c'est tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Et parlant de temps, Robert est avec nous parce que, Robert, tu nous as préparé une ligne du temps. Je pense que rendu à ce stade-ci, il faut se demander d'où vient l'engouement des gaz de schiste pour le Québec. Hein? Vous parlez de 2008 tout à l'heure, ça remonte déjà à 10-12 ans à peu près. Il faut dire d'abord, avant toute chose, je dois faire une précision. Nous avons sollicité Gaz Métro, qui s'appelle maintenant Énergir. Nous avons sollicité Questerre également pour des entrevues. Questerre n'a jamais retourné nos appels et Gaz Métro Énergir nous a parlé, mais il nous a finalement envoyé personne et aucun message non plus écrit. Donc, il faut le dire. Il n'y a pas de déclaration de la part des entreprises. Il n'y a pas de déclaration officielle. C'est malheureux. C'est vraiment dommage. C'est malheureux parce qu'il y avait du temps ici à l'émission pour le dire et pour faire valoir ses points de vue. Donc, moi, je vous amène aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, on est devenu presque autosuffisant en matière de gaz naturel et ça a influencé énormément les politiciens. Au début, il y a quelques dizaines d'années, sur les gaz de schiste. Et il faut dire qu'après ça, l'exploitation du gaz a fait l'objet de plusieurs controverses à la fin des années 2000. Donc, je vous ai préparé une ligne du temps pour bien comprendre, mettre les choses en perspective, que je vous invite à regarder à l'instant. Merci. 2007, alors que les États-Unis sont en plein forage de leur sous-sol, on découvre au Québec une quantité de gaz naturel importante dans le schiste argileux du bassin de la vallée du Saint-Laurent. Et au Québec, on est bien capable de développer nos ressources de gaz naturel. Le premier ministre de l'époque, Jean Charest, saute sur l'occasion pour promouvoir cette ressource d'énergie auprès de la population. Près de 40 trillions de pieds cubes de gaz naturel pourraient être récupérés au Québec dans la seule zone de la vallée du Saint-Laurent. Une quantité suffisante d'énergie fossile pour répondre aux besoins énergétiques de la province pendant des décennies selon les prétentions des promoteurs. Mais ces données ne font pas l'unanimité dans le monde scientifique. Il n'en faut pas plus pour démarrer une ruée vers les gaz de schiste. Compagnies pétrolières et gazières investissent les terres fertiles de la Montérégie, du centre du Québec et de Chaudière-Appalaches. Quelques centaines de permis d'exploration sont octroyés. Mai 2009, des citoyens s'inquiètent de voir des puits un peu partout sur le territoire sans études environnementales. Ils demandent un moratoire. L'année 2010 laisse place à une levée de boucliers musclés au sein de la population. En août, devant cette grogne citoyenne, le gouvernement de Jean Charest mandate le BAP d'étudier l'industrie des gaz de schiste. Rapidement, le mandat du BAP est contesté. Plusieurs affirment qu'il n'a pas les compétences pour évaluer un dossier d'une telle ampleur. Septembre 2010, l'Union des producteurs agricoles négocie une entente de compensation signée par 28 agriculteurs, donnant un droit de passage pour le projet de pipeline de gaz métro dans la MRC de Lobinière. Novembre 2010, 3 directions de santé publique réclament la prudence au sujet de l'exploitation des gaz de schiste. En janvier 2011, les ministères de l'Environnement et des Ressources naturelles confirment que plusieurs puits de gaz de schiste forés depuis 2007 ont des fuites. Ces fuites donnent des arguments supplémentaires aux opposants qui demandent à nouveau un moratoire. Mars 2011. Le rapport du BAP est présenté. Sans parler de moratoire, le BAP recommande une évaluation environnementale stratégique durant laquelle l'exploration gazière pourrait se poursuivre, mais la fracturation hydraulique serait interdite. Septembre 2012, Pauline Marois devient première ministre du Québec et désigne Martine Ouellette comme ministre des Ressources naturelles. Sa première décision, imposer un moratoire complet sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste au Québec. En février 2014, à la tête d'un gouvernement minoritaire, Pauline Marois confie au Bureau d'audience publique sur l'environnement la mission de mener une consultation large sur les gaz de schiste. 10 mois plus tard, le BAP conclut que rien ne permet d'avancer que le Québec tirerait profit des activités de cette industrie sur son territoire. Philippe Couillard et les libéraux prennent le pouvoir et mettent de côté les ambitions gazières du Québec
pour un moment. Je vois actuellement aucune raison d'aller de l'avant dans cette direction-là. Fort intéressant. Oui, bien André, au sortir de ce reportage-là, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine encore aujourd'hui d'aller puiser cette ressource potentielle-là dans le sol du Québec, des régions du Québec, Lotbinière particulièrement? Est-ce que le prix du gaz, par exemple, en vaut la peine? Est-ce que les conséquences environnementales et sur l'acceptabilité sociale, sur l'énergie en général du Québec valent la peine de sortir ça du sol? C'est vraiment la grande question qu'il faut poser aussi à tout le monde, mais aussi à vos prochains invités. Absolument. Aux prochains invités de l'émission. Vous avez bien mis la table, oui, pour mon prochain invité. Merci beaucoup, Robert, parce que je joins justement via Skype Marc Durand, docteur ingénieur en géologie appliquée et en géotechnique, professeur retraité également du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère du côté de l'UQAM. Bonjour, Monsieur Durand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler dans les prochaines minutes, Monsieur Durand, du potentiel d'exploitation des gaz de schiste dans Lotbinière. Mais si vous me permettez, j'aimerais qu'on fasse un bref rappel pour les gens qui nous écoutent. Tout d'abord, résumez-nous, le gaz de schiste, qu'est-ce que c'est? Le gaz de schiste, c'est le gaz qui est tiré d'une formation de roche-mère. Une roche-mère, c'est la roche dans laquelle les hydrocarbures se sont formés. C'est totalement différent des gisements conventionnels. Dans les gisements conventionnels, on a des concentrations naturelles de pétrole ou de gaz qui se sont ramassées dans des zones poreuses, dans des strates ou dans des plis, dans certaines régions de la croûte terrestre. Et dans ces cas-là, il y a relativement peu de difficultés pour aller extraire le gaz et c'est très localisé. Parlez-nous maintenant de la fracturation hydraulique. Voilà. Pour ce qui est des gisements non conventionnels, si on va vraiment dans la roche-mère, ben là, il faut penser la strate ou la formation géologique dont on parle ici, c'est le shale d'Utica. Ça va de la frontière du Pérou jusqu'en Beauce. Ça coûte des milliers de kilomètres carrés. Et dans ce contexte, il faut évidemment penser que ça prend des milliers de puits et chacun de ces puits doit aller fracturer finement le milieu géologique où les micro-gouttelettes de gaz et de pétrole sont emprisonnées. Et dites-moi, est-ce que c'est possible de faire de l'exploitation de gaz de schiste sans passer par la fracturation hydraulique? Absolument pas. D'accord. C'est sine qua non. Qu'elle soit hydraulique, remarquez, il y a d'autres techniques qui ont été postulées et testées sans trop de résultats. On a parlé de la fracturation au propane ou avec d'autres produits, mais c'est la fracturation hydraulique qui est la technique dominante. Quelle que soit l'évolution de cette technique, son bug fondamental, c'est qu'il faut aller modifier le substratum, il faut aller modifier la roche sur des étendues considérables. Et quand je dis modifier de façon considérable, c'est que cette roche est imperméable, emprisonne le gaz depuis des centaines de millions d'années. Et pour pouvoir en sortir un peu, il faut augmenter la perméabilité, la facilité qu'ont les fluides de circuler dans la roche par un ordre de grandeur, par 5 ou 6 ordres de grandeur, c'est-à-dire 100 000 ou 1 million de fois plus perméable. C'est le résultat de la fracturation une fois qu'on a fait la modification du substratum. Et là, il y a un peu de gaz qui va s'écouler. D'accord. Vous nous avez fourni, M. Durand, quelques cartes pour bien comprendre. On va parler du potentiel d'exploitation dans Lotbinière. La première carte qu'on va montrer, c'est justement sur la concentration des gaz dans Lotbinière. Expliquez-nous pourquoi cette région-là est si prisée par les entreprises. Ce document, c'est une étude de la Commission géologique du Canada qui se retrouve dans le rapport du BAP émis en 2014. Et dans cette carte, les zones colorées, la teinte bleue dominante montre qu'environ pour chaque 1000 carrés, si vous voulez 2,5 km², on retrouve environ quelques milliards de pieds cubes. C'est la quantité de gaz en place. Il faut savoir qu'il n'y en a qu'une infime partie de ce gaz-là qui va sortir, même quand on aura fait la fracturation. On ne peut récupérer qu'entre 8 et 15, parfois 20% au maximum du gaz qu'on appelle le gaz en place. Ah oui, c'est quand même peu. Une faible proportion de ce gaz qui est récupérable. Et ce que j'en ai conclu, et ce que le BAP en avait conclu, c'est que les quantités qu'on a trouvées dans l'Utica par les relevés et tous les forages, il y a eu une trentaine de forages qui ont été faits. Il y en a quelques-uns, une demi-douzaine dans la région de Lotbinière. La région de Lotbinière présente
présente un intérêt particulier. Il y a un petit peu plus de concentration à cet endroit-là. Sur la carte que vous montriez précédemment, on voyait que ça pouvait aller jusqu'à 4 fois la valeur normale de base. Mais malgré ça, même dans la zone qui est la plus... qui montrerait le meilleur potentiel, l'étude que j'en ai faite, c'est que ça n'est pas rentable. Le puits de Saint-Édouard, par exemple, est un puits sur lequel on a des données. Il se situe exactement dans cette région. Et c'est un puits qui a coûté... et d'autres puits du même genre coûtent environ entre 8 et 10 millions de dollars. Et la quantité de gaz que le puits Saint-Édouard produirait ultimement ne pourrait payer qu'environ 40% du coût du puits. Donc, même si on sort des milliers de pieds cubes, ben ça, au prix actuel du gaz, ça ne serait pas rentable. OK, bien justement, là, on voit une carte présentement avec des points verts, des points rouges, bleus, jaunes. Expliquez-nous ce qu'on voit. Bon, ça, c'est une carte qui est disponible sur le site du ministère de l'Énergie et Ressources. Les points qui sont verts sont des forages. Il y en a 985 à l'échelle de tout le Québec, jusqu'en Gaspésie. On en a fait en Anticosti, etc. Donc, dans tout le Québec, il y a 985, un petit peu moins de 1000 forages. Ceux qui sont verts sont ceux qui ont été faits avant les années 2000 et les points rouges sont les forages plus récents, ceux qui justement ont été faits dans les nouvelles campagnes de forage qui ciblaient les gaz de schiste. Alors ceux-là, en point rouge, indiquent des forages datant des années 2000 et plus récents. Je comprends bien. Dernière carte maintenant qu'on va présenter pour nos téléspectateurs. La fameuse carte du tracé de gazoduc pour Énergir. Ça suscite beaucoup d'inquiétudes chez les citoyens, notamment parce qu'on passe directement dans la forêt seigneuriale. Oui, cette carte montre un tracé d'un gazoduc qui est autorisé, mais qui n'est pas du tout réalisé, qui relie les puits Saint-Édouard, Leclercville, donc ceux qui se situent juste au nord de la forêt domaniale de Lotbinière, au site de Saint-Flavien. Vers le site de Saint-Flavien, on a là des anciens forages qui servent de stockage. Saint-Flavien regroupe une vingtaine de forages, et ces forages sont assez anciens pour la plupart, et ils ont été réutilisés pour envoyer sous terre du gaz qui vient du réseau de gaz métro pour pouvoir répondre aux besoins de pointe. Il y a un stockage temporaire, on en injecte à certains moments de l'année et quand on a besoin de plus de gaz, on le repompe à partir des mêmes puits. Il y a une dizaine de puits qui servent à la fois à l'injection et au soutirage de gaz dans un ancien gisement qui est maintenant vide. Il a été exploité pendant une quinzaine d'années, de 1980 à 1994. Donc, si je comprends bien, là, M. Durand, dans la région de Lotbinière, potentiel non seulement pour de exploitation des puits, mais également pour cet immense réservoir de gaz. Ce n'est pas un immense réservoir, je vous corrige tout de suite. On parle ici d'un gisement qui a pendant ces 15 ans, sorti environ 5,9 milliards de pieds cubes. Ça semble beaucoup, 5,9 milliards de pieds cubes, mais c'est une très, très petite quantité. C'est ce qu'on retrouve à peu près au kilomètre carré dans le shale de Utica. Donc, c'est rapidement épuisé par quelques puits. Ça correspondrait à peine à 1% des besoins du Québec en gaz pendant une année. Donc, c'est infime comme quantité. Et comme c'est là, bien sûr, qu'il y a eu des puits avec la fracturation, on a pensé en 2011 demander à la Commission de protection du territoire agricole l'autorisation pour un projet de gazoduc. Mais ça, c'est très hypothétique. Il faudrait tout d'abord que ça soit rentable d'exploiter le gaz de schiste dans la région par fracturation hydraulique. Et ce que j'en ai compris, moi, de par ce que le BAP a étudié et les documents qu'on a pu obtenir lors de cette étude, c'est que la rentabilité n'est absolument pas assurée. À la fois pour la société, mais même pour l'exploitant, sans même parler des redevances. On ne peut pas aller forer des puits qui coûtent 10 millions de dollars et qui ne vont sortir que pour 4 ou 5 millions en gaz. Donc, ça n'est pas rentable. L'engouement actuel, il est tout à fait factice, selon moi. Parfait. Mais ça a été très intéressant, très instructif également. Merci beaucoup, Marc Durand. Merci. Je me tourne maintenant vers Simon. Donc, Simon, on en parlait d'entrée de jeu là, au début de l'émission. Tu es allé voir sur le terrain les agriculteurs, ce qu'ils en pensent directement de cette exploitation de gaz de schiste. Je l'ai rencontré une administratrice, en fait, de l'UPA de Lotbinière Nord, un secteur qui est claimé. Alors, le fameux vocabulaire, le sous-sol appartient à des compagnies pétrolières et gazières. Parce qu'il faut dire d'entrée de jeu, André, que
tout ce qui concerne l'agriculture dans Lotbinière, c'est un moteur économique important. Il y a beaucoup d'emplois qui sont reliés à ça. Les terres sont fertiles aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, le risque en ce qui concerne une exploration ou encore une exploitation de gaz de schiste, par exemple, bien, il y a une contamination, on s'entend, possible de ces terres agricoles. Oui. Et Mme Dupuis, M. Buteau nous l'expliquait également. Très concrètement, enjeu aussi de l'eau potable, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Et si, par exemple, un producteur décide d'un côté de la rue de permettre à une compagnie de faire du forage, il ne faut pas oublier que ça peut contaminer le producteur qui est situé en face, même si lui ne fait pas nécessairement de forage. Mme Lemay me donnait l'exemple, entre autres, un producteur biologique. Comment peut-il, par après, prétendre que ce qu'il cultive est biologique? Alors, on le sait, Lotbinière, il y a un risque. C'est dans la mire de plusieurs compagnies pétrolières, compagnies gazières, entre autres Keister, qui a montré ses intentions très concrètement en février 2017. C'est un épée de Damoclès aussi au-dessus de la tête des différents agriculteurs dans Lotbinière avec ces fameux claims, parce que le sous-sol appartient à des entreprises qui ont obtenu justement les permis, en grande partie, là, on le sait, dans la vallée du Saint-Laurent. Et à l'UPA de Lotbinière-Nord, ce qu'on nous dit, c'est que les activités des sociétés pétrolières et gazières, c'est pas du tout compatible avec le secteur traditionnel qu'est l'agriculture. Je suis allé rencontrer donc Solange Lemay. Elle est sur le conseil d'administration de l'UPA de Lotbinière-Nord. Elle représente les gens de fermes de petite taille, en fait, parce qu'il y a des gros et des plus petits producteurs. Il ne faut pas les oublier aussi, ces petits producteurs qui ont beaucoup à perdre lorsque des situations comme celle-là se présentent. Elle me racontait que son fils, entre autres, a acheté la ferme familiale il y a 9 ans. Il investit beaucoup parce qu'il faut se mettre à niveau aussi pour les normes au niveau du bien-être des bêtes qui sont justement dans ces fermes. Mais avec ce risque qui est au-dessus de leur tête. Oui, là, il doit être inquiet et peut-être déchanté un peu d'avoir acheté la terre. Bien, il y a de l'inquiétude, mais il y a aussi le fait qu'on investit. Est-ce que notre retour sur investissement à plus long terme est compromis à cause de tout cela? Parce qu'on sait, les claims appartiennent à des compagnies. On écoute Mme Lemay. Ce qui nous a été dit, c'est que c'est le souterrain. Ils ont un droit souterrain, les claims là, qui appellent. C'est Kester, ici, dans le coin de la vallée du Saint-Laurent, ça lui appartient. Nous, on achète des terres. On paye quand même un prix très important. Là aussi, on a des dettes. Si du jour au lendemain, il a le droit de nous exproprier parce qu'il est propriétaire du souterrain, puis semble-t-il qu'il y a une affaire hypothécaire là, que des juristes vous diraient mieux que moi, là. C'est pas agréable. Tu achètes des terres, puis dans le fond, le souterrain ne t'appartient pas. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui ignorent ça, là, que du jour au lendemain, ils peuvent se faire exproprier. Donc, c'est assez clair, Simon, que l'UPA est totalement contre. Et l'UPA provincial s'est prononcé très concrètement le 7 décembre dernier lors de son congrès annuel. Une résolution qui a été adoptée à l'unanimité par les représentants qui étaient présents au congrès. Écoutez, de manière unanime, on demande au gouvernement du Québec d'interdire dans les zones agricoles des activités d'exploration, de production, de stockage d'hydrocarbures, interdire également la fracturation dans des zones agricoles en raison de l'absence d'acceptabilité sociale là-dedans, de retirer aussi carrément les droits souterrains qui ont été accordés aux compagnies pétrolières. L'UPA... Donc de détricoter, de défaire ce qui a déjà été fait. Exactement. Et l'UPA de Lotbinière-Nord, depuis longtemps, depuis quelques années, prône cette position-là. Et de voir qu'au niveau national, on est appuyé, ça peut aider dans la bataille. À nouveau, Mme Lemay. Nous, on attendait ça fermement, là, que l'UPA provincial se positionne, parce que dans notre coin, c'est sûr, on était contre. Mais c'est sûr qu'il y a des producteurs que eux, ça ferait leur affaire. Tu sais, il y a des producteurs qui sont sur le bord de vente, puis c'est sûr qu'eux, ils vont aller chercher le plus d'argent possible. Mais quand on regarde la position provinciale, elle est unanime. Puis on parle toujours de la majorité, là. Mais là, c'était unanime, complètement. D'accord, mais qu'en est-il de ceux qui ont déjà signé les ententes? Mme Lemay n'en connaît pas personnellement, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle avait, par exemple, une petite théorie là-dessus. Peut-être que lorsqu'on a présenté à l'époque le projet Les Connaissances, comme nos invités l'ont dit un petit peu plus tôt, on ne connaissait pas les impacts de la fracturation hydraulique. Peut-être aussi que les compagnies ont fait certaines cachettes en présentant ça plus beau que ça pouvait l'être. Alors, c'est évidemment
des prétentions, donc, à ce niveau-là. Mais il faut dire que dans le Binière, on s'inquiète, les agriculteurs s'inquiètent de ces intentions qu'on dit peut-être en catimini de ce qui pourrait s'en venir avec l'exploration ou de l'exploitation de gaz de schiste ou d'hydrocarbures. Merci, Simon. Au revoir. Je rejoins maintenant du côté de Ottawa Jean-Thomas Bernard, professeur invité au département de sciences économiques à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Bernard. Bonjour. Alors, dites-moi, M. Bernard, quel est votre constat à vous concernant l'intérêt de l'industrie des gaz de schiste au Québec et dans le Binière? Disons, pour l'industrie, c'est une question de rentabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut exploiter ce gaz naturel-là de façon lucrative, c'est-à-dire à dégager des profits. C'est aussi simple que ça. Le marché du gaz naturel, il est intégré au niveau nord-américain, c'est-à-dire Canada et États-Unis. On a à peu près le même prix partout, là, parce qu'il y a suffisamment de capacité d'échange. Et les prix sont très bas depuis 2008. Suite justement à la fameuse révolution du gaz de schiste. Il y avait peu de gaz dans le nord-est américain qui était produit jusqu'à ce moment-là. Mais depuis, il y a eu un boom extraordinaire, particulièrement en Pennsylvanie, au Ohio et en Virginie. Et au moment où on se parle aujourd'hui, plus de 50% du gaz naturel aux États-Unis provient du gaz de schiste, dans cette grande région-là que je viens de décrire, et aussi dans le Texas. Il y a quelques autres endroits. Oui. Donc, c'est une industrie qui est très importante et ça fait chuter les prix de façon, j'oserais dire, catastrophique. Pour un ordre de grandeur, aller jusqu'à ce moment-là, le prix, on va dire, était comme 10-12 $. Par millier de pieds cubes, puis aujourd'hui, c'est à peu près 3 $. Ça a baissé immédiatement en 2008 avec l'arrivée massive de ce gaz-là. Donc, la question pour les détenteurs de permis au Québec, c'est est-ce qu'on peut produire un gaz à un coût plus faible qu'environ 3 $? Quelle serait votre réponse, selon vous? Bien, évidemment, c'est toujours en explorant et en essayant qu'on détermine si oui ou non on est capable de rencontrer une rentabilité acceptable. Parce que c'est ça la question qu'on se pose. La question qu'on se pose, est-ce qu'au Québec, est-ce que dans le Binière, l'industrie des gaz de schiste, est-ce que ce sera lucratif? Est-ce que ça va être payant pour ces entreprises-là? Encore une fois, tout est une question de coût. Parce que le prix, comme j'ai indiqué, le prix est déterminé à l'échelle nord-américaine. Ça ne changera rien. Qu'on en produise à l'Aubinière, qu'on n'en produise pas, ça ne change rien pour personne, à l'exception des producteurs, qui, eux, pourront voir s'ils peuvent dégager une marge de rentabilité ou non. Selon vous, M. Bernard, est-ce que le Québec a manqué le bateau ou arrive trop tard dans son désir d'exploitation des gaz de schiste, alors que partout sur la planète, on se tourne vraiment vers de l'énergie verte? Disons, il demeure que le gaz naturel, évidemment, émet moins de gaz à effet de serre que le charbon. Il y a eu un remplacement massif des centrales au charbon aux États-Unis par le gaz naturel. Il y a environ 7-8 ans, plus de 50 % de l'électricité aux États-Unis provenait du charbon. Puis aujourd'hui, c'est moins de 25 %. Puis tout ça s'est fait par l'introduction du gaz naturel. Donc, ça a eu un impact majeur sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, le problème pour le Québec, en ce qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre, c'est pas tellement le gaz naturel, parce que le gaz naturel au Québec, c'est somme toute pas très important. Nous, c'est dominé par l'électricité et le pétrole. Puis le pétrole, lui, est utilisé dans les transports. Bon, on parle parfois un peu de convertir des véhicules du pétrole au gaz naturel. Je crois qu'il y a certains projets là, pour le camionnage. Mais il semble qu'on s'en va principalement vers les véhicules électriques. Puis je pense pas qu'il y aura un avenir du gaz naturel là-dedans. Est-ce que, selon vous, la nouvelle loi là, sur les hydrocarbures qui a été adoptée mais qui n'est pas encore en vigueur, est-ce que ça peut changer la donne quant à l'exploitation? Bien, si j'ai bien compris, ça va définir le cadre d'opération de l'industrie. C'est certain. Jusqu'ici, l'industrie ne savait pas trop comment il pouvait opérer. Parce que nous, au Québec, on n'a pas d'industrie pétrolière gazière. Bon, il y en a un petit peu en Gaspésie, mais somme toute,
par rapport à ce qu'il y a, on va dire, en Alberta, Saskatchewan, et en Colombie-Britannique. Nous, c'est rien, là. Donc, on est à l'étape des balbutiements. Donc, personnellement, je ne pense pas que ça va devenir une industrie majeure au Québec. Parce que on peut pas dire... Les grands producteurs, les compagnies majeures se sont pas manifestés. Ils se sont déjà manifestés à une certaine époque, 15, 20, 30 ans, mais ils sont pas revenus. Donc, pour eux, c'était pas suffisamment intéressant. C'est somme toute des petits producteurs qui veulent tenter leur chance. Oui, mais dites-moi, M. Bernard, les craintes exprimées par les citoyens de Lotbinière, est-ce qu'elles sont justifiées à ce moment-là? Bien, évidemment, aujourd'hui, on connaît quand même beaucoup mieux cette industrie-là qu'il y a 10 ans. Comme j'ai dit, il y a eu un effort massif qui a été fait aux États-Unis. On a pris les techniques qui fonctionnaient, puis d'autres qui fonctionnaient moins bien, puis les dangers que ça pouvait survenir, incluant parfois des petits tremblements de terre et... c'est possible. Donc, mais aujourd'hui, c'est quand même, je voudrais dire, une industrie mature. Et lorsque les conditions ne sont pas acceptables, bien, il faut avoir des règlements qui interdisent justement les opérations. Parlez-moi, s'il vous plaît, du rôle du gouvernement envers les entreprises qui veulent faire de l'exploitation et envers les citoyens. Quel rôle le gouvernement a-t-il là-dedans, selon vous? Bien, évidemment, le gouvernement ici, il se promène avec deux chapeaux. D'un côté, c'est lui qui est le propriétaire. Hein? C'est lui qui est propriétaire du sous-sol. C'est lui qui a accordé les permis pour réaliser leur activité d'exploration et peut-être de production. Évidemment, si on accorde des permis d'exploration, on pense qu'un jour, il va être capable de produire. Là. Donc, et à titre de propriétaire, le gouvernement pourrait tirer des taxes. Des taxes spéciales, comme propriétaire, des redevances. Mais si vous aviez une recommandation, disons, à faire au gouvernement, quelle serait-elle? Bien, moi, ma recommandation, c'est qu'évidemment, il faut que cette industrie-là couvre tous ses coûts, incluant les coûts environnementaux, puis les coûts de nuisance. Mais parfois, il y a des choses qui n'ont pas de prix. Disons, les choses qui n'ont pas de prix dans la vie, c'est plutôt rare, madame. À un moment donné, on pense que... Les citoyens vont vous parler de leur terre, de l'héritage, bien entendu. Évidemment, si on regarde un grand territoire comme l'Alberta, où il y a une quantité énorme d'exploration qui se réalise tout le temps. C'est une terre agricole, l'Alberta. Donc, là aussi, on s'est discuté là, puis il y a des fermiers qui n'aiment pas ça. Mais il faut trouver des façons de les compenser. Mais il faut que ça représente, si on pourrait dire, des évaluations raisonnables. Donc, c'est certain que ça peut, on va prendre un exemple, si ça nuit au bétail, bien, et que, disons, on ne peut pas maintenir le même stock de bétail, bien évidemment, on sait la valeur du bétail. Alors, si on en a moins, il faut être compensé. C'était fort intéressant de s'entretenir avec vous, Monsieur Bernard. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Salut. Bonne fin de journée à vous. Vous aussi. J'accueille maintenant Anne-Céline Guyon du Front commun pour la transition énergétique. Bonjour. Bonjour. Ça fait quelques fois qu'on vous accueille en studio. D'ailleurs, la dernière fois, c'était dans le fameux dossier Énergie Est. Et je me souviens, Anne-Céline, je vous avais posé la question, maintenant que c'était réglé, si on voulait, le dossier du pipeline. Je vous avais demandé quelle est votre nouvelle ou votre prochaine bataille et vous m'aviez répondu la bataille contre l'exploitation des gaz de schiste. Alors, c'est pour ça qu'on vous accueille aujourd'hui. Peut-être nous rappeler votre position concernant les gaz de schiste. Bien, tout simplement, au Front commun pour la transition énergétique, on est contre. Il n'y a pas à tergiverser à 100%. C'est une industrie qui n'a plus sa place, qui ne l'a jamais eu de toute façon, encore moins maintenant dans un contexte de lutte au changement climatique. Les gaz de schiste, le Québec peut faire autrement. On a les solutions, on a l'hydroélectricité, on a beaucoup d'autres avenues où aller. Pourquoi se mettre la tête là-dedans alors qu'on sait que c'est une industrie qui, de toute façon, à moyen terme et long terme, n'est plus viable? Donc, vous dites il y a d'autres solutions. Vous parlez de l'électricité? Bien, on parle de l'électricité, on parle de la biomasse, on parle de plein d'affaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un
le nouveau contexte en fait énergétique, le futur, c'est que de plus en plus les spécialistes nous disent que ça va être de la production énergétique à la source très proche de là où l'énergie est consommée. Donc, ça va être des petites unités de production. Par exemple, on pense à Tesla qui est en train même de développer des unités de production individuelles pour les ménages, des petites centrales solaires, des petites stations d'éoliennes proches des sources de consommation, donc peu de grandes lignes hydroélectriques. En fait, on s'aperçoit que c'est pas mal la fin des grands projets de transport sur de très longues distances, de grande envergure, mais plutôt l'air vient de la production locale diversifiée. La production locale, est-ce que ça peut suffire pour les populations? Bien, c'est sûr que ça reste encore extrêmement complexe. Ça s'en vient. Est-ce qu'il y a des endroits où ça existe? Bien, aux États-Unis, oui, notamment. Ça arrive de plus en plus. Les technologies sont en train d'évoluer beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Hydro-Québec, d'ailleurs, a fait des sorties dernièrement pour dire qu'il fallait que dans son modèle d'affaires, elle prenne en compte cette nouvelle réalité parce que clairement, le modèle de construction de grands barrages, c'est plus l'avenir non plus. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments-là pour se projeter dans l'avenir et pour prendre les bonnes décisions en termes de politique énergétique au Québec. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans le dossier des gaz de schiste? Est-ce que c'est toute la question environnementale ou les citoyens qui ont peur de perdre leur terre, leur héritage? C'est l'ensemble de ces facteurs-là qui fait qu'on s'oppose à cette industrie-là. Évidemment, la question environnementale, parce que rappelons-le que le gaz naturel ici au Québec, effectivement, c'est le gaz de schiste, qu'il y a beaucoup d'émissions de méthane au moment de l'exploration et lors des fuites des puits après la période d'exploitation, et que le méthane est un gaz à effet de serre 35 fois plus puissant que le CO2. Donc, il y a cette question-là, mais effectivement, il faut respecter les citoyens. Puis, on est dans un contexte, quand même, je voudrais rappeler que vos reportages l'ont démontré, ça fait quasiment 10 ans que les Québécois et Québécoises disent non à l'industrie des gaz de schiste. On déposé des milliers de signatures de pétitions, 65 000 au total. On déposé des centaines de mémoires dans les BAP, dans les évaluations environnementales stratégiques. La conclusion est toujours la même. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Quand est-ce que le gouvernement va l'entendre? Pourtant, selon vous, pourquoi le gouvernement voudrait aller de l'avant pour une question de redevance, une question économique? Notre invité précédent disait le gouvernement présentement deux chapeaux. C'est comme si le gouvernement avait deux chapeaux. Mais bien sûr, mais c'est clair. Et puis, de redevances, mais le gouvernement, si encore, il se donnait véritablement les moyens d'aller en chercher des redevances. Mais c'est même pas le cas. Donc, à un moment donné, cet argumentaire-là, il tient même pas la route. Il est complètement obsolète. Le gouvernement, à l'heure actuelle, avait un choix à faire, à fermer en voulant être un leader à la lutte au changement climatique. Il pouvait faire un cadre réglementaire qui disait une bonne fois pour toutes non à l'industrie. Il a fait le choix de faire le contraire, c'est-à-dire d'encadrer pour envoyer le signal que venez chez nous. Donc, c'est complètement illogique. On a fermé la porte du côté d'Anticosti. Est-ce que Lotbinière est le nouvel Anticosti? Mais Lotbinière, la Gaspésie, j'ai envie de dire l'ensemble du Québec. Je rappelle qu'il y a 53 000 km² au Québec qui sont clémés à l'heure actuelle. Donc, c'est pas juste c'est un dossier local, évidemment, parce que j'ai envie de dire Lotbinière, c'est le projet qui semble le plus prêt à démarrer une fois que la loi va être applicable. Mais c'est à tout le Québec que ça doit s'appliquer. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le projet qui est le plus près de démarrer? Parce que c'est ça que les citoyens craignent. Oui. Je le disais d'entrée de jeu, les citoyens craignent qu'en catimini, la reprise des activités. Mais les invités précédents l'ont très bien expliqué. Les infrastructures sont déjà présentes, les modèles d'affaires sont là. Caster a très nettement démontré des signes comme quoi ils étaient prêts à démarrer demain. La seule chose qu'ils attendent, c'est la publication des projets de règlement. Puis là, tout le cadre réglementaire va être mis en place et ils vont pouvoir commencer. Anne-Céline, ce qui vous a dérangé également, et on en avait parlé dans la pré-entrevue, c'est que le fait que le gouvernement ait octroyé des fonds publics à partir du Fonds vert pour le développement. Juste me résumer votre point de vue là-dessus. Mais écoutez, encore une fois, c'est une question de cohérence. On se dit leader à la lutte au changement climatique, puis on continue à soutenir avec des subventions publiques une industrie qui, au contraire, alimente la crise climatique. Donc, clairement, encore une fois, c'est pas un bon choix.
quand on lit la politique énergétique du Québec 2030, clairement, on nous présente le gaz naturel comme l'énergie de transition. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'effectivement, on parle de gaz de schiste, donc avec tous les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre que ça engendre. Et puis, avec le Fonds vert, on subventionne notamment l'extension du réseau d'énergie, on subventionne des programmes d'éco-camionnage. Éco-camionnage, comme le disait d'ailleurs l'invité précédent, alors qu'on peut être capable directement de passer des fossiles à l'électrique. On veut absolument passer par le gaz naturel. C'est illogique. Vous voyez que Robert et Simon se sont joints à nous pour la fin de l'émission. Simon, tu veux nous parler justement du Fonds vert? Du fameux Fonds vert. Il y a un peu de mythe et de mystère autour de qu'est-ce que c'est. Ça a été créé en 2006 au Québec. Et vraiment, l'objectif de départ, là, c'est de favoriser, entre autres, le développement durable au Québec, mais également de préserver la biodiversité et avec les sommes et les programmes qu'on va financer, de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Par exemple, ça peut être des initiatives qui vont permettre d'avoir un parc automobile un petit peu plus vert, des programmes d'efficacité énergétique. Donc, on dit un fonds, ça prend des revenus pour, évidemment, distribuer des subventions. D'où proviennent ces revenus? Tout d'abord, du marché du carbone, donc, qui est en place depuis 2013. Donc, on a des cibles qui sont données à des entreprises. Tu pollues plus, tu paies. En gros, si on résume un peu, qu'est-ce que le marché du carbone? Également des redevances pour l'élimination des matières résiduelles, redevances également pour les industries pour l'utilisation de l'eau. Mais il y en a plusieurs qui ont questionné aussi l'efficacité du Fonds vert parce que dans son rapport annuel qui a été déposé à l'Assemblée nationale au printemps pour le plan d'action 2013-2020, en fait, sur 19 programmes qui ont été financés par le Fonds vert, on a investi plus de 1,2 milliard de dollars et ça a permis seulement de réduire 0,7 % des émissions de gaz à effet de serre, donc annuellement au Québec, si on veut. Alors ça a causé... Alors que le Québec s'est donné des objectifs vraiment plus ambitieux. D'ici 2030, je crois que c'est de réduire de 37,5 %. Beaucoup plus ambitieux. Et Anne-Céline l'a souligné également, ça avait fait beaucoup réagir, entre autres, des subventions du Fonds vert qui ont servi au prolongement pour Gaz Métro de réseau du côté de Portneuf, mais aussi dans le secteur de la Beauce. Moi, il y a une question qui me chicote depuis le début. Nous sommes en année électorale. Jusqu'à quel point, Anne-Céline, ça peut influencer d'abord les politiciens, après ça les compagnies pétrolières et aussi la lutte citoyenne qui s'engage de ce côté-là? Jusqu'à quel point ça peut faire... des pressions? Ah, c'est certain. On ne va pas manquer Vous allez vous servir de l'année électorale, oui? Oui, c'est sûr. Écoutez, c'est clair qu'il faut que les candidats qui vont se présenter, et puis n'importe quel parti confondu, aux prochaines élections aient des idées claires et des propositions claires en termes environnementaux, notamment du côté de la lutte au changement climatique. Et nous, on va faire pression pour que les partis et les candidats se positionnent très clairement contre l'exploration et l'exploitation. Il me semble que du côté de la CAQ, on a dit on verra. Ça ne doit pas vous rassurer, ça? La CAQ, en fait, a une position très ambiguë. La CAQ dit, pas d'exploration, en fait, pas de fracturation hydraulique dans la vallée du Saint-Laurent. Mais ça devrait répondre à la question parce que... Mais ailleurs, c'est correct. Or, nous, ce qu'on dit, c'est que non, ailleurs, c'est pas correct, c'est non tout court. Nulle part au Québec, on ne veut de cette industrie-là. On veut des vraies politiques de transition énergétique. Une grosse lutte citoyenne qui s'annonce. Mais qui est déjà en cours, qui est déjà en cours. Le RVHQ avec Carole, qu'on a vu tout à l'heure, est déjà très actif sur le terrain. En Gaspésie, on a vu des camps se faire contre Galt et tout ça. Il y a, les citoyens sont présents et vont continuer les citoyens, mais aussi les organismes environnementaux. Même, on a les syndicats maintenant avec nous. Donc, tout ça fait en sorte qu'à mon avis, ça va être un beau combat. On fera le suivi avec vous. Merci beaucoup, Anne-Céline. Merci, Robert et Simon. Merci d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parle notamment du port de Québec, le projet Beauport 2020.